cerveau d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Asselian. Aujourd'hui, un enjeu... Dans le genre association, ces quatre-là, c'est pas les trois mousquetaires. Un pour tous, tous pour un, mon œil. Chacun pour soi, oui. À la place de D'Artagnan, Porthos, Aramis et Athos, nous avons McKnight, Nobby Anderson, le Commodore et Hal Bronson. Pas précisément le même genre, si vous voulez mon avis. Remarquez, chacun est un grand spécialiste dans son genre et le tout nous donne 4 grands professionnels sur le point de rafler 800 000 $. L'opération est pensée et conçue par McKnight. C'est lui qui a passé des semaines à observer, des semaines à rassembler l'équipe et des semaines encore à leur faire répéter leur rôle avec la méticulosité d'un grand metteur en scène. Le plus proche de McKnight, c'est le Commodore. Un homme d'âge moyen avec une tête à jouer au golf avec le prince Charles. On l'appelle Commodore suite à quelques années passées dans la Navy. Ensuite, il y a Nobby Anderson. Lui, question Navy, ce serait plutôt sur les quais. Un docker, une force de la nature, un peu comme une grue que la nature aurait dotée de 4 membres et d'une moelle épinière. Le quatrième, le plus vicieux, c'est Hal Bronson. Il est contractuel dans la mafia, autrement dit, tueur à gages. Bronson participe à l'opération uniquement parce que McKnight éprouve un profond respect pour ses talents. Le Commodore, rapport à ses allures princières, a eu pour mission de devenir familier du personnel de la société qui ne verra jamais la couleur de ses 800 000 $. Pour le Commodore, il a été facile d'appâter la société en question avec une série de contrats bidons. C'est ainsi que le jour J, il discute à bâton rompu avec Molly, la réceptionniste, quand il voit du coin de l'œil les convoyeurs de fonds entrer avec l'argent. La plantureuse Molly est tout sourire. « Voici notre paye, monsieur Harris. Je vais vous demander de partir. »« Entendu, Molly. Il ne faut pas tenter le diable, n'est-ce pas ?» Et le Commodore se dirige lentement vers la porte. Les convoyeurs, en entrant dans le hall, font une drôle de tête, vu qu'ils ont McKnight et Bronson dans le dos, revolver en main. Molly s'avance pour verrouiller la porte. Elle pousse un petit cri quand elle s'aperçoit que l'argent de la paye est suivi par 2 types avec chacun un bain noir sur la tête. À partir de là, tout se passe très vite et sans effusion de sang. Personnel bâillonné et ligoté en moins de 2, malfaiteurs en fuite dans une voiture volée, avec Anderson au volant, argent envolé. De la belle ouvrage, nette et précise, du cousu main. Voilà pour la première partie du plan. Dans la seconde partie du plan, l'action prend des allures bucoliques, car le quatuor file du côté de l'hôtel des Pins dans le tréfonds des collines du New Hampshire. Un hôtel des familles qui ferme chaque année aux alentours du 15 octobre, exception faite cette année. En effet, McKnight a persuadé Madame Weller, la propriétaire, de laisser l'hôtel ouvert une quinzaine supplémentaire afin de recevoir des hommes d'affaires de ses amis. Des New-Yorkais, Madame Weller, des gens très bien, vous verrez, très généreux. Madame Weller accepte et assure qu'il n'y aura pas d'autres clients pour perturber les importantes affaires qu'ils auront à traiter. Grande maison, n'est-ce pas? L'hôtel sera vide, à l'exception d'elle-même et de ses 3 fils, Edgar, Homer et Blue, 3 lourdeaux au regard fuyant. Parfait. Parfait. Le point noir de l'affaire est que Bronson et Nobby Anderson préfèrent le tarmac aux vertes vallées. Il ne faut pas confondre les dockers et les tueurs à gages avec les écureuils, n'est-ce pas? Mais comme cette planque n'offre que des avantages, force est d'admettre à tout le monde que McKnight, une fois de plus, a raison. À quelques kilomètres de l'hôtel, McKnight fait l'ultime mise au point. Écoutez-moi bien, les gars. Le but de tout ceci est de nous mettre au vert le temps que ça se tasse.
Nous sommes censés être 4 hommes d'affaires new-yorkais. Il ne s'agit pas de donner le moindre soupçon à des ploucs. Vu? Vu. Quand ils arrivent à l'hôtel, Madame Weller et ses 3 fils sont là pour les accueillir. Bronson ne peut s'empêcher de ronchonner quand il voit Homer Weller, l'aîné, retirer les bagages de la malle arrière. L'une des valises contient $800,000, faut pas l'oublier. Madame Weller assure les 4 hommes d'affaires qu'elle et ses fils sont très heureux de les recevoir. Sur quoi le commodore s'avance, ôte son chapeau et s'incline légèrement. « Tout le plaisir est pour nous, chère madame. » Et il lui baise la main. Eh oui, mais là, il en fait un peu, comme on dit. Une fois installés, ils se réunissent tous les 4 dans la chambre de Mac Knight. Bronson attaque bille en tête. « T'as le fric, Mac ?» »« Évidemment que j'ai le fric. Mais je t'arrête tout de suite, Bronson. L'unique raison pour laquelle on est en train de poireauter ici est d'assurer notre sécurité. Et je pense que le meilleur moyen d'y parvenir est de laisser l'argent tel qu'il est, où il est. Le diviser maintenant serait encourager quelqu'un à s'en aller un peu trop tôt. Et ça nous mettrait tous en danger. Tu me suis? Ouais, je te suis, Mac, mais je suis pas d'accord. D'accord ou pas, Bronson, on fait comme j'ai dit. C'est clair? C'est clair. Le soir suivant, Mac Knight et le commodore se promènent dans les environs. Soudain, le commodore s'arrête. « Mac, je ne peux m'empêcher d'être inquiet au sujet de Bronson. Ce qui me tracasse, vois-tu, c'est son état nerveux. Ça pourrait le pousser à quelques sottises. Et à l'hôtel, ils sont loin d'être aussi naïfs qu'ils paraissent. Si la vieille dame est accueillante, ses fils, en revanche, avec leur regard en coin... C'est leur nature, mon cher commodore. Peut-être, Mac. Mais si tu étais propriétaire d'un hôtel... Que penserais-tu de clients qui restent toute la journée confinés dans leur chambre, même s'ils sont soi-disant ici pour établir des contrats? Ouais. Je vois ce que tu veux dire, commodore. C'est vrai que nous ne sommes pas des clients normaux et que l'enjeu est énorme. Et t'as raison en ce qui concerne Bronson. Faudra le surveiller. Le commodore, extrêmement sensible en la matière, reçoit le message 5 sur 5. Tu sais, Mac, je préférerais crever que de retourner en prison. J'ai d'ailleurs toujours en poche une capsule de cyanure, au cas où les flics nous tomberaient dessus. Il n'y a pas de raison que ça arrive, commodore. Du moins, si Bronson ne fait pas de sottise. Le matin suivant, alors qu'il se rase, Mac Knight entend frapper à sa porte. C'est Madame Weller qui lui signale que le petit déjeuner est prêt. « Parfait, Madame Weller. Mes amis sont réveillés ?»« Oh, depuis longtemps, monsieur. Ils sont partis chasser. »« Quoi? Chasser? Mais Madame Weller, ils n'ont pas de fusil. »« Oh, mais ce n'est pas grave. Mon fils, Homer, qui les accompagne, leur en a prêté. » Tiens. La journée se passe très lentement. Elle paraît interminable à Mac Knight, qui ne peut s'empêcher de se rappeler que le commodore est une bien fine gâchette. Les coups de feu se succèdent régulièrement au loin, jusqu'aux environs de 16 heures, où ils s'arrêtent de manière apparemment définitive. Une demi-heure plus tard, Homer, le fils aîné, arrive en courant. « Monsieur Mac Knight, il y a eu un accident près de la mare. »« Quoi? Quel genre d'accident? »« Monsieur Bronson, il a reçu un coup de fusil. Je pense qu'il est mort. » Un accident? Tu pars. Pas très subtil de la part du commodore, ce coup de fusil malencontreux. Un gangster, bien connu des services de la police, comme on dit, truffé de plomb dans la mare au canard. Un régal pour les flics. Va falloir trouver un moyen, mais vite. Mais lequel? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À présent,
Bronson gît le visage dans la boue au bord de la mare. Le commodore est assis non loin de là, sur un rocher, le fusil en travers des genoux. Il regarde venir à travers les broussailles McKnight, Nobby et les 3 fils de l'hôtelière, Homer, Edgar et Blue. McKnight jette un bref coup d'œil au cadavre de Bronson et s'approche du commodore. « Qu'est-ce qui s'est passé, commodore ?»« Oh, c'est tout simple, Mac. On chassait. Bronson est allé d'un côté de la mare, moi de l'autre. J'ai vu quelque chose qui remuait, j'ai tiré. N'obtenant pas de réponse à mes appels, je suis allé voir et je l'ai trouvé. Mort. Mort d'homme par balle. Bonjour les flics. Mauvais, ça, non? » McKnight s'adresse au fils de l'hôtelière. « Je suis absolument navré, les gars. Un truc comme ça, c'est la pire publicité qui soit pour un hôtel comme le vôtre. Je me sens un peu responsable. Bien sûr, le commodore savait pas, mais on n'aurait jamais dû permettre à Bronson de se lancer dans cette aventure. Il n'y connaissait rien à la chasse. Alors, je suis en train de penser à quelque chose pour éviter de porter atteinte à la bonne réputation de votre hôtel. Voyez-vous, Bronson n'avait pas de famille. Alors, à quoi bon faire du remue-ménage, hein? Si vous nous laissiez le ramener à New York, on organiserait un petit enterrement discret. Voyez? Les 3 gaillards hochent la tête à l'unisson, et 2 heures plus tard, le corps d'Al Bronson se trouve allongé sur le siège arrière de la voiture, recouvert d'un drap gracieusement prêté par Madame Weller. Habillé de noir, mais le visage serein, McKnight, le commodore et Nobby Anderson sont assis à l'avant. « Vous pensez qu'on trouvera un bon endroit par ici, les gars ?» demande McKnight au bout de quelques kilomètres de route. « Ça ne doit pas manquer dans le coin, Mac », dit le commodore en considérant les centaines d'hectares de forêt qui les entourent de part et d'autre. Ironique, n'est-ce pas, que Bronson repose ici, lui qui détestait tant la nature. Ils finissent par s'engager sur un chemin forestier qu'ils suivent pendant quelques kilomètres encore. L'endroit est tellement isolé qu'il n'y a aucune trace sur l'herbe qui recouvre le chemin. McKnight fait arrêter la voiture près d'un impénétrable massif de ronciers. C'est pas Times Square, mais c'est plus tranquille. Nobby prend le corps et le jette sur son épaule comme au temps où il était docker. Nobby, le bulldozer, lent à comprendre, mais qui pige parfois très vite. Nobby s'enfonce dans le taillis sur une 50aine de mètres et abandonne là le corps de l'ex-tueur à gages. Puis, ils remontent tous 3 en voiture et, pour rendre plus plausible leur séjour à New York, passent les 2 nuits suivantes dans un petit motel. C'est au cours de la 2e nuit que Nobby, le taciturne, prend la parole pratiquement pour la première fois depuis le début des opérations, soulevant une question importante. En effet, depuis le largage du tueur dans les ronciers, personne n'a parlé partage. « C'est pas tout ça, les gars, mais 800 000 $, c'est pas tellement divisible par 3, hein, Mike ?» Ça, on ne peut pas le nier, Nobby. Mais en ce qui me concerne, quelques dollars de plus ou de moins, t'auras qu'à empocher la différence, Nobby. Si le commodore est d'accord, bien sûr. Le commodore, lui, se contente de hocher la tête en sirotant un fond de vieux whisky. Ben, dans ce cas, Mac, si t'es d'accord et si le commodore est d'accord, moi je suis d'accord. Ils retournent tous les 3 à l'hôtel le matin suivant, en assurant à Madame Weller et à ses fils que le bon renom de leur établissement avait, Dieu merci, été préservé. Madame Weller s'en montra particulièrement reconnaissante. « Ce que vous avez fait, messieurs, mes fils et moi ne l'oublierons jamais. » Les 3 fils, muets derrière elle, hochent la tête à l'unisson. Pour bien montrer qu'elle apprécie le geste, Madame Weller prépare pour ses 3 uniques clients des beignets aux pommes, sa spécialité.
qu'elle leur sert en haut sur une table spécialement installée pour eux. McKnight la remercie alors qu'elle pose le plat fumant sur la table. « Je vous apporte le thé dans un moment, messieurs. » Nobby Anderson se sert une pleine assiette de beignets et commence à déguster. « Vous savez, les gars, dit le Commodore, le temps venu, je pense que je prendrai ma retraite dans un coin comme celui-ci. Et croyez-moi, ce temps n'est guère loin. » McKnight sourit. « Prendre ta retraite, Commodore? Un homme au talent si subtil? Ça n'est pas si déraisonnable, Mac, crois-moi. » Le Commodore ne peut achever sa phrase car tout à coup, Nobby, assis près de lui, vacille sur sa chaise, se cogne contre la table et se lève péniblement. Son visage se tord et il semble fou de douleur. Il recule jusqu'au mur et se griffe la poitrine d'une main énorme, comme s'il tentait d'y pénétrer pour en extraire la terrible souffrance. « Ah, Commodore, t'as fichu cette saleté de pilule de cyanure dans mon assiette. T'as tué Bronson et maintenant, c'est moi !» Continuant par des sons rauques et incompréhensibles, il se rue sur le Commodore, le prend à la gorge et le fait tomber de sa chaise. Les deux hommes roulent par terre. Nobby semble avoir le dessus. McKnight, se levant à son tour, s'adosse au mur. Immobile, tendu, il regarde la lutte inégale avec la même fascination écœurante et morbide qu'un témoin voyant un homme se faire guillotiner. McKnight ne peut s'empêcher de penser à la valise pleine d'argent, aux $800,000. Aux $800,000 qu'on ne divisera finalement ni en 3, ni en 2. Une fois l'affaire du Commodore réglée, ce qui ne saurait tarder, Nobby ne lui survivra que très peu. Quelques minutes plus tard, McKnight quitte la pièce et sort sans bruit de la maison. La soirée est très fraîche et le vent lui remet les idées en place. C'est bien joli tout ça, mais que faire des corps? À ce moment, il entend un bruit derrière lui. Des pas froissent les feuilles mortes. À la lueur des étoiles, il aperçoit Madame Weller. La vieille dame, un châle blanc sur la tête, vient vers lui. « Monsieur McKnight, Monsieur McKnight, savez-vous qu'il y a 2 morts dans votre chambre? » McKnight a failli éclater de rire. Mais ça n'est guère le moment. Madame Weller, je ne pense pas qu'ils soient morts. Ils sont simplement malades. Je ferais bien d'ailleurs de les emmener dans une clinique. Oh non, Monsieur McKnight. Ils sont tout à fait morts. Vous n'avez pas mangé vos beignets aux pommes, n'est-ce pas? Apparemment, Monsieur Anderson et le Commodore ont mangé les leurs. Je ne comprends pas, Madame Weller. Vous allez comprendre. Si vous aviez mangé vos beignets, ainsi que vous auriez dû le faire, vous seriez avec eux à l'heure qu'il est, Monsieur McKnight. Madame Weller, vous voulez dire que vous avez mis quelque chose dedans? Voyez-vous, Monsieur McKnight, nous savions, mes fils et moi, qui vous étiez. C'est que nous lisons le journal ici. Nous sommes au courant pour les $800,000. C'est l'un de mes fils qui a tué Monsieur Bronson. Et c'est moi qui vais vous tuer, Monsieur McKnight. Et la vieille dame, calmement, tira 3 fois. Tu en net, McKnight. Après quoi, rangeant le petit revolver dans la poche de son tablier, elle contourne la maison, entre dans le jardin et rejoint ses garçons près d'un vieux puits. Homer, Edgar, vous pouvez ramasser McKnight, mais l'envoyer rejoindre les 2 autres. Tiens, où est passé Blue? Il a eu un accident, maman, dit Edgar. Il est tombé dans le puits, maman, dit Homer. Madame Weller
regarde tour à tour les deux visages impassibles, sereins, des deux fratricides. Car il est clair qu'Homer et Edgar ont tué leur frère pour cet argent maudit. Et pour la première fois peut-être, Madame Weller regrette. Elle se demande alors lequel de ses deux fils tuera l'autre, et surtout, lequel la tuera, elle, pour ce maudit argent. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un enjeu de $120 000 de Donald Hoenig.